Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Le sociologue Renaud Epstein a collecté des cartes postales, les cartes postales de grands ensembles visés par une opération des démolitions-reconstructions, une mémoire en images de nos villes, de nos vies, qu'il raconte dans un livre de photos publié au Nouvel Attila. On est bien arrivé, un tour de France des grands ensembles, à partir de 12h55 donc. C'est cette histoire de clichés et des quartiers populaires que nous vous raconterons. Mais d'abord, Jeanne Benhammer publie simultanément un roman, La Passion des traces, chez Actes Sud, et un recueil de poèmes, Le Pas d'Isis, aux éditions Bruno Doucet. L'occasion de revenir avec elle sur des thèmes qui lui sont chers, de l'exil à la réparation. La romancière est notre première invitée. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Le voyage intérieur d'un psychanalyste qui revisite son passé. Simon est un psychanalyste blessé, abîmé, des années à écouter les autres. Il est dans un moment de sa vie où il s'apprête à tout quitter. Le temps est venu de s'écouter, lui, d'entendre ce que ces voix qui le hantent, qui habitent son silence, ont peut-être à lui dire. Voilà pour le cœur de ce nouveau roman, La Patience des traces, qui est le vôtre. Jeanne Benhammer, bonjour. 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 Il entend bien tourner une page, essayer, tenter. C'est intéressant parce que vous reprenez cette figure des petits carnets dans le début de ce roman qu'il a gardé, qu'il a conservé. Lui, le psychanalyste, il a pris des notes tout au long de sa vie. Qu'est-ce qu'ils incarnent, tous ces petits carnets rangés dans un rayon de sa bibliothèque? En fait, toute cette écriture qui s'est amassée comme ça au fil des ans, c'est un peu toute sa vie. C'est tout le temps passé à écouter les autres. Certes, ce sont des notes sur ce qui se disait pendant la cure, mais il dit lui-même que petit à petit, il en prenait de moins en moins, en fait. Et moi, je pense que ce sont les traces de sa propre écoute, ces petits carnets. Et des traces de nos vies, des vies Oui. des patients, de ceux qu'il a écoutés, rencontrés. Oui. Et tout ce temps passé comme ça, à côté de quelqu'un qui parle ou qui se tait. Vous avez essayé, vous, Jeanne Benhammer, de faire tenir toute votre vie dans un petit carnet? Non. J'écris des choses dans des carnets, mais il y en a beaucoup de carnets chez moi. Mais oui, par moments, j'ai besoin de noter des choses. Quoi? Des choses vues? Des choses entendues? Des choses vues, des choses entendues, des choses ressenties surtout. Des choses qui me traversent l'esprit, c'est surtout le matin en fait. Ou quand je suis ailleurs, quand je suis à une terrasse de café et que j'écoute beaucoup les gens autour de moi, les bribes de conversation, parfois un mot m'attrape l'oreille et me fait entrer dans une pensée qui est la mienne, et j'aime beaucoup ça, quand ça vient comme ça de l'extérieur. Et ça peut être le point de départ d'un roman, d'un poème, d'une rêverie pour vous? C'est le point de départ d'une rêverie, ça c'est sûr. D'un poème ou d'un roman, je ne sais pas. Il faut, pour que je me mette en écriture, que je ressente vraiment profondément la nécessité d'écrire. Donc ce sont des choses généralement qui mettent beaucoup de temps pour prendre leur place à l'intérieur de moi. Ça travaille et à un moment, je sais qu'il faut que je me mette en écriture. Est-ce que vous écrivez de la même manière dans ces petits carnets qui sont des recueils de fragments, de choses vues, entendues, ressenties, et dans vos romans? Est-ce que c'est la même écriture ou est-ce que vous avez deux manières très différentes d'écrire en fonction de ce que vous voulez retenir? Non, ce qui me vient à l'esprit en écoutant votre question, c'est que non, ce n'est pas la même écriture, parce que quand je suis en travail sur le roman, il se passe autre chose. Il y a une espèce de descente extrêmement profonde qui se passe et qui m'est nécessaire, et où je vais aller capter des choses qui sont généralement laissées à l'opaque de notre conscience. Et là, il y a le travail de la venue des mots et il y a le travail des mots. Et moi, j'aime beaucoup travailler les mots. La sonorité, le rythme,
un mot et un autre, il n'y a pas de synonyme, il n'y en a pas. Donc chaque mot est choisi. Le silence entre les mots est très important. Et donc c'est un autre travail. Quand j'écris comme ça dans mes carnets, à une terrasse de café, c'est une rêverie. Et effectivement, je laisse venir ce qui vient et je n'y touche pas. Et ce sont des bribes, comme une écume. C'est ça. Que vous allez recueillir. Oui. Je ne travaille pas les carnets. Un micro-événement va interrompre le fil de l'existence de votre personnage. Simon, un bol cassé, et pas n'importe quel bol. C'est l'ami perdu Mathieu qui l'avait offert à sa mère. À sa mort, il l'a récupéré. Vous écrivez « Depuis qu'il a laissé tomber le bol, il a laissé échapper quelque chose. Chaque matin, dans ce bol, il buvait le premier café, puis il le lavait soigneusement à l'évier de la cuisine. » Le bol vide, séché, attendait le matin suivant et toutes les paroles qu'il n'avait jamais atteintes attendaient aussi. Lui vaquait à ses occupations sans y penser. Comment un bol peut-il à lui seul contenir tout ce qui déborde ? Extrait de La Patience des Traces, ce nouveau roman de vous, Jeanne Benhammer, qui vient de paraître chez Actes Sud. C'est intéressant et c'est intriguant comment un événement dans une vie, et ça nous est peut-être tous déjà arrivé, un événement en apparence mineur, une épiphanie, peut provoquer des séismes. Oui, en fait, il en arrive des choses dans nos vies. Et très souvent, on les laisse passer parce qu'on est pris par ce que nous avons à faire et on ne prend pas le temps de s'arrêter à l'événement. Quand l'événement nous attrape vraiment, là, il peut devenir une épiphanie, effectivement, et engager tout d'un coup quelque chose, mais qui était profondément à l'œuvre déjà, mais qui n'apparaissait pas, et on va se mettre en route. Moi, j'aime beaucoup ces moments. Cette idée du départ ou du mouvement, partir d'ailleurs, ouais. Hein. C'est aussi ce qu'il va lui arriver à lui. Et vous, Jeanne Benhammer, qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot « partir », ce mot de départ ? Moi, je suis une fille qui part, souvent, qui part de tout. Je crois que j'ai besoin, de façon absolue, de retrouver le regard neuf. Ça me revient périodiquement. Et partir, c'est ça. C'est tenter de retrouver un regard neuf sur le monde et donc sur la relation que je peux avoir avec le monde. Donc je peux partir de différentes façons. Je peux partir en écriture, je peux partir dans l'autre pays où j'aime bien aller vivre. Enfin bon, voilà, j'ai différentes sortes de départs. Mais partir fait partie de moi. Et ces départs ne sont pas pour vous des arrachements, le sentiment d'un abandon, d'une perte, de quelque chose que vous allez forcément laisser derrière vous ? Parfois, il y a de la perte, et je le sais, mais ce sont des choix. Et il y a des moments où je fais le choix de la perte. Et parfois, c'est beaucoup plus heureux parce que c'est juste un mouvement de vie qui fait que je vais me déplacer. Lui, il part sans raison. Il n'est surtout rien parti chercher, écrivez-vous. Il s'est mis à l'écart, c'est tout. La nouveauté, une vie désencombrée comme cette raie d'Ishigaki qu'il va croiser au Japon où il va s'installer. Cette raie qui se défait entre les coraux de tout ce qui s'est accroché à elle. Elle s'allège. Et pourquoi vous avez choisi le Japon, en fait ? Qu'est-ce que ce pays-là représente pour vous ? En fait, j'ai choisi le Japon à cause au départ deux choses. Il y a un livre qu'on m'a offert, que j'ai mis d'ailleurs dans les remerciements à la fin du texte, qui est un livre sur les tissus anciens japonais. Et moi, j'aime beaucoup les tissus. Je suis une amoureuse de tissus, vraiment. Et ce livre est magnifique et m'a fait voyager beaucoup. Tous les matins, je l'ouvrais, je regardais, etc. Et puis, il y a eu un documentaire qui était passé sur Arte, sur l'île d'Iriomote, et sur cette merveilleuse femme qui tisse les tissus et qui les teint encore de façon traditionnelle. Il y avait surtout cette image d'elle allongée dans l'eau quand elle a fini son travail et que les tissus sont posés dans l'eau et qu'elle se repose aussi avec les tissus. C'est ça qui m'a fait partir au Japon. Alors justement, on va partir retrouver Myriam Greff, qui est une restauratrice d'art et spécialiste du kintsugi.
Une fois qu'on a rebouché ces cassures, on va commencer à mettre des couches de laque. Alors la laque, c'est un vernis en fait, c'est extrêmement fin. Donc ça va être des couches très très fines, des ponçages et à nouveau des couches, des ponçages, à savoir qu'entre chaque étape de restauration, il y a entre 1 jour et 15 jours de séchage. Donc il y a vraiment des temps d'attente qui sont très très longs. Et lors de cette restauration, on passe par des étapes qui sont vraiment sales, qui sont vraiment pas belles. Et c'est un peu comme quand on arrive en thérapie et qu'on se dit franchement, j'aurais pas dû venir parce que là, je suis beaucoup plus mal qu'au début, parce que les émotions ressortent, parce qu'il y a des choses qu'on voulait pas forcément remettre à jour et qui arrivent. Et ben, c'est pareil dans la restauration. On a vraiment des étapes qui sont pas jolies. Elle le raconte, cette restauratrice, spécialiste du kintsugi, cette idée de réparer, sans cacher, sans masquer, de faire avec aussi la blessure, de sublimer presque la cicatrice. Oui, elle dit bien qu'il y a un moment où on a l'impression d'être allé chercher ce qui est sale. C'est extrêmement intéressant, ça, de se dire que, oh là là, qu'est-ce qu'on est allé faire là ? Moi, j'aime bien cette idée-là. Le kintsugi est arrivé en dernier dans l'écriture de La patience des traces. Et voilà, parce que j'ai découvert ça et que c'était tellement en adéquation avec ce qui était écrit qu'il a trouvé sa place. Et moi, je trouve ça magnifique de ne pas cacher les blessures, d'en faire quelque chose quand c'est possible. Mais ça demande du temps, ça demande des efforts. C'est tout le travail aussi de la psychanalyse. Et parfois, certaines sont abyssales. Vous écrivez, Jeanne Benhammer, on se retrouve toujours devant le même mystère, le même pour tous. Oui. On n'y échappe pas. Qu'est-ce qui fait se lever chaque matin, affronter le jour, travailler, aimer, alors qu'on sait que tout ça s'arrêtera forcément, qu'on va mourir un jour en fait. Ouais. Est-ce que vous êtes, vous, habité par les mêmes questions que celles que se pose Simon ? Oui, absolument. Et il y a des moments bénis, où tout ça semble trouver son mouvement et où j'accepte bien l'ensemble, y compris la fin. Et puis il y a des moments, comme tout le monde, où il y a le grand doute qui me submerge. Et l'écriture est quand même une sacrée barque pour traverser. Moi, c'est depuis que je suis toute petite. Et vraiment, je me fie à l'écriture, mais totalement, parce que quand j'ai fait une bonne séance de travail, tout va bien. Tout est clair. Pour maîtriser les peurs aussi, l'écriture vous aide en cela, cette bête qui peut manger le désir, il faut pouvoir l'apprivoiser. Oui, c'est vrai que des peurs, j'en ai eu beaucoup, et quand j'étais très petite, il y a vraiment eu grande terreur à un moment sur laquelle il a fallu que je revienne et voilà, l'écriture, oui, permet de donner forme, c'est-à-dire ce qu'il y a de pire, c'est l'informe. Quand la peur est informe, elle prend toute la place à l'intérieur de nous. Si on arrive à lui donner forme, si on arrive à la nommer, on ne l'a pas éradiquée bien sûr, il n'y a pas de baguette magique, mais au moins on l'a circonscrite. L'écriture permet ça. Et du coup, il y a de la place autour pour respirer. Alors ce n'est pas anodin si pour ce nouveau roman, votre protagoniste est un psychanalyste. La psychanalyse a occupé aussi une part importante dans votre vie et l'analyse que vous avez notamment faite pour vous-même. Est-ce que vous diriez qu'elle a libéré votre écriture, cette analyse qui est terminée, je crois, aujourd'hui ? Oui, si tant est qu'on peut dire que quelque chose comme ça se termine, c'est-à-dire qu'après... Il n'y a pas un avant et un après ? Si, quand même. Si, il y a un avant et un après, c'est-à-dire que l'après, ça se poursuit avec nous-mêmes. On voit venir les choses mieux. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là, les choses difficiles, mais on les voit venir. Donc ça change considérablement la donne, je trouve. Ce que ça a libéré chez moi, la psychanalyse, c'est pas l'écriture, parce que l'écriture, elle a toujours été là. Mais c'est la place que j'ai donnée à l'écriture dans ma vie. Ça, oui, ça a libéré. Quand je me suis rendu compte que c'était vraiment, et je l'ai dit en analyse, en séance, que je me sentais vraiment vivante quand j'écrivais et que je me demandais pourquoi je ne faisais pas que ça. Voilà, tout était dit. Alors, les choses ne se sont pas mises en route du jour au lendemain, mais la mise en acte s'est faite petit à petit et j'ai mis l'écriture
a sa place dans ma vie, c'est-à-dire la place essentielle. L'écriture, c'est la vie. L'écriture, c'est aussi pour certains le signe d'un retour à la vie. On va écouter les mots de la romancière israélienne Zerouia Chalef. Elle est l'auteure de La douleur, paru en 2017 chez Gallimard. Elle a été blessée au sens physique du terme, elle, lors d'un attentat. Elle revient sur ce retour à la vie. Je me souviens qu'après avoir été blessé, beaucoup d'amis sont venus me rendre visite. Certains étaient des écrivains, ils voulaient me ragaillardir en quelque sorte et m'ont dit « Ah bah il faut absolument que tu écrives, t'es hospitalisé, t'es dans ton lit, t'as rien d'autre à faire, écris !» Et pour moi, l'écriture n'est pas une thérapie. Pour moi, l'écriture, c'est tellement important, ça demande tellement de concentration, tellement d'efforts, et je ne voulais absolument pas considérer l'écriture comme une thérapie. Et donc, même sans le savoir, de façon inconsciente, j'ai attendu jusqu'à ce que la vie me guérisse, jusqu'à ce que le temps me guérisse, jusqu'à ce que d'autres livres me guérissent. La rencontre avec les gens, la rencontre avec la vie, oui, ça oui, mais pas l'écriture. Jeanne Benhammer, ces mots de Zerouia Chalef, je les ressens. Oui. Ah oui, je les ressens. Mais l'écriture n'est pas une thérapie. Mais alors justement, quelle différence entre la psychanalyse et la littérature ? D'abord, une différence énorme, c'est qu'en psychanalyse, on n'écrit pas. On parle. On parle ou on se tait. Donc il y a quelque chose d'autre. À partir du moment où on trace des lettres, on entre dans autre chose. Donc il y a une différence fondamentale, c'est l'écriture. La littérature, c'est l'écriture. Donc là, on est dans autre chose, on est dans la trace écrite qui met en jeu d'autres choses de nous que la parole. Et moi, je fais bien la différence entre les deux, et je trouve qu'il est éminemment important dans une cure analytique que la parole et le silence aient leur place, et quand je suis à l'écriture, mon corps est au travail autrement. Mais c'est intéressant parce que dans le livre Tromperie de Philippe Roth, qui a été adapté récemment au cinéma par Arnaud Desplechin, il y a cette idée pour le personnage principal qui est écrivain, d'être à l'écoute de toutes ces femmes qui viennent le voir et de toutes ces voix. Et il nourrit sa fiction de toutes ces vies qui lui sont racontées. Bien sûr, mais la vie nous nourrit, c'est évident, et pas seulement la vie. Comme le disait très bien cette romancière, c'est aussi les livres qu'on lit qui nous nourrissent, les paysages aussi. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Les paysages nous nourrissent. Les paysages, c'est bien autre chose que juste regarder quelque chose de joli. C'est ressentir, éprouver. Dans La patience des traces, Simon, il éprouve la chaleur, il éprouve l'horizon, il éprouve des choses. On se nourrit de tout ça. Et après, le travail de l'écriture, passionnant, c'est d'arriver à donner forme. Et pour ça, il part. Il part et vous racontez ce départ. Et sur la psychanalyse, vous écrivez, Jeanne Benhammer, on lève une à une les choses tues qui bordent chaque enfance, on traverse les secrets inutiles, on peut à nouveau caresser une cicatrice et pour autant, on n'a rien résolu. Simon part, il part au Japon, comme ceux qui partent déjà dans votre premier roman. Vous racontiez à ce moment-là des vies exilées, les vies avant New York, ce passage obligé à Ellis Island, une vie de départ. Jeanne Benhammer est notre invitée. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Si la philosophie n'a plus rien à dire, si la science ne donne aucune réponse humaine, et si les sciences humaines ne peuvent plus dire quelque chose pour transformer ce monde, la poésie reste comme l'amour, le lieu de la créativité et du changement perpétuel
la poésie a toujours quelque chose à dire, comme l'amour. La poésie a toujours quelque chose à dire, comme l'amour, nous dit le poète Adonis, publié en même temps que La Patience des Traces, chez Actes Sud, le recueil de poésie Le Pas d'Isis, aux éditions Bruno Doucet. Votre recueil de poésie résonne avec le roman et avec votre œuvre tout entière. Ce geste d'Isis, c'est celui de la pensée. La pensée recoue les fragments du monde, écrivez-vous. C'est un long poème narratif autour de cette figure, celle symbolique d'Isis, qui cherche des mots pour dire aussi comment habiter ce monde, comment trouver sa place. C'était le sujet de la grande table hier avec notre invitée Claire Marin. Être à sa place, qu'est-ce que ça veut dire? Où se trouve-t-elle, ces places? Y en a-t-il une d'ailleurs? Pourquoi la poésie? Pourquoi, pour emprunter ce chemin-là, vous avez aussi besoin, parfois, et c'est le cas avec ce Pas d'Isis, de prendre la plume et d'en passer par la poésie? Ce sont des moments différents d'écriture, en fait, et j'essaie du mieux que je peux, d'être attentive à ce qui se passe à l'intérieur de moi pour aller vers le texte qui va être ce qu'on va appeler un roman, même si c'est un roman dit poétique, ou vers le texte poétique, ou vers l'essai, enfin bon, voilà, les formes différentes. Et le poème, c'est quelque chose qui permet une liberté immense, avec le silence, avec le blanc, et j'aime beaucoup ça. Et je sens quand c'est le poème. Donc, je travaille de ce côté-là. Et en fait, j'ai écouté Claire Marin hier, et j'avais lu son texte, et je l'avais rencontré. Et je pense, et c'est ce que j'écris à la fin du Pas d'Isis, que écrire, c'est céder la place. C'est intéressant cette idée aussi dont parle Adonis, cette idée de la poésie comme lieu de la créativité, surtout comme lieu du changement perpétuel. Vous qui avez aussi inclus, adopté dans vos textes, que ce soit de la prose ou de la poésie, cette idée aussi du mouvement. La poésie marque le pas sur l'idée de changement. Oui, la poésie permet, c'est une sorte d'activateur secret, là, mystérieux, c'est une drôle d'alchimie du mouvement. Et je m'y rends. Quand je sens que ça appelle, je m'y rends volontiers. Alors il y a un autre joli mot qui va résonner bientôt, c'est celui d'éphémère, Jeanne Benhamer, et c'est le mot retenu par Sophie Nolot, la directrice artistique du Printemps des Poètes, pour cette nouvelle édition 2022, qui va débuter le 12 mars jusqu'au 28, sur le thème donc de l'éphémère. Il est temps, dit-elle, Sophie Nolot, de sonder à nouveau l'éphémère, de ne pas attendre à demain, de questionner ici et maintenant la part la plus fragile, la plus secrète, la plus inouïe de nos existences. Qu'est-ce que ce mot, ou comment ce mot résonne en vous, Jeanne Benhamer? J'aime beaucoup ce mot, d'abord pour sa sonorité et sa longueur, et le silence qu'il suppose, parce que dans éphémère, vous voyez bien, ça se termine avec une note qui s'éteint, et je trouve que c'est parfaitement bien pour une vie humaine. Donc j'aime beaucoup ce mot-là. Oui, ça renvoie à ce qu'on évoquait tout à l'heure, nos vies éphémères. Et comment commencer une journée quand on sait au fond comment toutes nos vies termineront. Le Printemps des Poètes, vous y participerez. Oui. Il y aura des rendez-vous, des rencontres à La Rochelle, le 18 mars, à Paris, le 22, aux Escales, à Binic, du 25 au 27, à Villefranche-sur-Saône, je vois aussi, les 12 et 13 mars, pour des rencontres avec le public. J'en reviens aussi au cœur de ce texte, Le Pas d'Isis, de ce long poème que vous publiez aux éditions Bruno Doucet, qui revient sur vos propres exils, Jeanne Benhamer. 62-2022, on commémore cette année la fin de la guerre d'Algérie, un pays que vous avez dû vous quitter tôt, jeune, à 5 ans, avec votre famille, pour venir en France. Cette mémoire, ou plutôt quelle mémoire vous a été transmise de cette histoire-là? C'est une mémoire à trous qui a été transmise parce que la situation était tellement compliquée. Il a fallu que je me penche beaucoup sur l'histoire familiale pour comprendre, puisque mon père était arabe et il travaillait pour l'administration française, il était directeur de prison. Et donc dans une situation qui était, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, invivable, et où nous avons failli perdre la vie, puisque les gens qui se sont appelés l'OAS après nous ont attaqués. Voilà, on a vécu cette chose-là.
Et à partir de là, mon père a demandé sa mutation d'urgence en France. Et pour autant, le FLN proposait aussi des attentats contre mon père parce qu'il avait cette position absolument insoutenable d'être dans les deux choses. Et ma mère était une grande blonde aux yeux bleus repérable, et nous étions les enfants métissés de ces deux-là, et cette famille-là a pris le bateau et s'est retrouvée au bord de l'Atlantique, bien heureusement. Comment dire mon pays alors qu'il a fallu le quitter? La peur nouée aux quatre coins des baluchons, la peur conduite par la paume de la main de mon père jusqu'à la mienne, extrait du Pas d'Isis. Quelle est aujourd'hui votre part algérienne, Jeanne Benhammer? Eh bien, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que j'aimerais revoir la tombe de ma grand-mère. C'est tout. 60 ans plus tard, vous êtes prête à faire le voyage? Non, toujours pas. Parce que quand j'ai été invitée en Algérie pour les livres, j'ai été obligée de dire non parce que je me suis rendu compte qu'au moment de prendre l'avion, j'avais une panique terrible qui me reprenait, que je ne surmontais pas. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la mienne de vie. Et maintenant, peut-être parce que j'ai des amis algériens, écrivains, qui me disent « si tu viens, nous on est là ». Et ça peut faire quelque chose. Merci beaucoup à vous, Jeanne Benhammer. Merci à vous. Autour de cette grande table culture, à l'occasion de la parution de La patience des traces chez Actes Sud et de ce Pas d'Isis aux éditions Bruno Doucet. Merci beaucoup.